Ben, bien sûr. Je veux dire, on a des traités d'austérité qui imposent de couper dans les budgets nationaux, les budgets sociaux, les budgets pour les services publics, d'une part, et d'autre part, qui poussent à la libéralisation des services publics. Donc ça veut dire à la destruction finalement de tout ce qu'on a de public, de tous les services. Évidemment, c'est une machine à reculer au niveau social. Il faut inverser ça. Il faut donner la priorité non pas aux libertés économiques et au marché, mais au progrès social. Mais je pense que la question n'est pas est-ce que c'est une utopie, la question c'est est-ce qu'on le fait par le bas ou par le haut. Je veux dire, aujourd'hui, on voit que nos systèmes de sécurité sociale sont attaqués par ces traités européens, par cette directive, sont affaiblis. Nous voulons les renforcer. Et donc, si on peut coopérer pour prendre le meilleur partout en Europe, donc la meilleure protection sociale, la meilleure sécurité sociale, on est pour. Mais on va dire non à chaque fois qu'il y a une directive ou un règlement qui dit « Ah, vous devez reculer, vous aurez moins de droits sociaux, moins de protection sociale ». Ça, non. Absolument contre. Ça fait du mal aux économies d'abord, parce que ça paralyse l'investissement public, ça paralyse à travers l'austérité aussi la consommation interne, donc ça met vraiment à plat une économie. On l'a vu dans certaines économies. Donc, nous avons besoin aujourd'hui d'un plan d'investissement public pour la transition écologique, pour la transition sociale, pour l'urgence sociale que nous avons, et alors ça passe par la désobéissance sociale. Je pense qu'il n'y a personne qui propose ça aujourd'hui. Donc, dans ce sens-là, ces élections-ci, ça ne se fera absolument pas. Les gens qui l'espèrent ou qui le craignent doivent le savoir. Il n'y a aucun parti qui propose ça. La question, c'est est-ce que nous sommes aujourd'hui prêts à nous en prendre aux causes des flux de réfugiés ou des migrations. Et là, je pense, est-ce qu'on va arrêter, oui ou non, de mener des guerres et des ingérences dans d'autres pays qui déstabilisent ces pays et qui, donc, du coup, génère des flux de réfugiés, parce que ces gens ne peuvent plus vivre chez eux. Est-ce qu'on va arrêter de permettre à nos multinationales de piller l'Afrique? Oui ou non? Parce qu'aujourd'hui, pour tout euro qui est donné, entre guillemets, par la coopération au développement à l'Afrique, il y en a 6 qui en ressortent. Donc on permet aux multinationales de piller les richesses, et puis on dit aux gens, ah non, mais crevez chez vous, ça ne va pas. Et prenons-nous-en à une troisième cause qui sera celui de l'impact du changement climatique, où effectivement l'Afrique subsaharienne deviendra de moins en moins vivable, et du coup les gens devront fuir. Mais donc, si on ne prend pas des mesures ambitieuses pour s'en prendre aux causes, effectivement, on ne s'en sortira pas. Absolument pour, parce que le règlement de Dublin aujourd'hui impose pratiquement à quelques États, donc l'État où la personne arrive, de faire tout, donc faire tout l'accueil, etc. Ça, c'est pas tenable, donc il faut effectivement la question des réfugiés soit réglée au niveau européen par une répartition équitable. C'est pas un pays ou une région qui peut faire ça. L'agence Frontex, je pense que le grand problème aujourd'hui, en premier lieu, c'est qu'on est face à une agence qui est absolument pas contrôlée de manière démocratique, donc qui est en train de grandir, hein. Donc on est en train de la militariser. On a même discuté de voir est-ce qu'elle peut intervenir dans des pays tiers. Donc on parle d'agences de protection des côtes, c'est pas du tout ça, donc c'est déjà antidémocratique, c'est pas du tout accueillant. Donc pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers les opérations qu'on avait comme Mare Nostrum, notamment qui était mis sur pied par l'Italie, d'aller plus dans ce sens-là, mais certainement pas vers une militarisation, une externalisation de nos frontières. Ça c'est absolument inhumain. Il faut respecter notamment la Convention de Genève là-dessus. Mais c'est un faux dilemme. Je veux dire, le libre-échange, effectivement, il casse beaucoup de protections que nous avons au niveau social, écologique, etc. Ils vendent tout aux multinationales, avec l'exemple type des traités de libre-échange avec le Canada ou avec les États-Unis, le TTIP et le CETA, hein, qui donnent, à travers des tribunaux privés, finalement des privilèges aux États, aux multinationales, pour attaquer les États. Donc ça, on ne peut pas l'accepter, ça c'est une chose. Mais le protectionnisme de dire, voilà, on va tout faire en Belgique, ça ne marche pas non plus. Je veux dire, on a besoin de commerce. Hein, et d'ailleurs, pour un travailleur, si on lui dit, voilà, battez-vous pour votre patron, ben, ça n'arrange rien. Et la logique de la concurrence est toujours là. Donc nous, on veut briser avec la logique de la concurrence. Et là, on fait partie d'un commerce équitable pour des avancées sociales et écologiques.
ni le libre-échange, ni une politique protectionniste qui ne romprait pas avec la logique de la concurrence. Mais plutôt en finir avec le capitalisme. Je veux dire, le système capitaliste aujourd'hui est basé sur la recherche du profit maximal à court terme, immédiat, etc. Ça épuise la planète, ça épuise les travailleurs, hein, tout ça pour des actionnaires, etc. Donc qu'est-ce qu'on dit? Il faut passer de cette idée de, oui, on va l'obsolescence programmée, par exemple, hein, c'est quand même hallucinant qu'on arrive à désigner des produits qui, après genre 1 an, 2 ans, après la garantie pratiquement, disparaissent, s'autodétruisent. Et donc on dit, passons de cette idée linéaire à une économie circulaire. Mais nous, on est pour de transformer ou de passer de ces avions à courte durée vers un chemin de fer européen. Donc on est des trains de nuit de nouveau, je veux dire, on a reculé là-dessus. Et ça requiert en premier lieu des investissements dans le réseau ferroviaire chez nous. Quand on voit comment on recule en Belgique par rapport à ça, mais aussi au niveau européen, notamment avec le développement d'un réseau de trains de nuit. Je pense que le vecteur aujourd'hui de l'intégration européenne a été les intérêts des multinationales. Je veux dire, c'est eux qui ont pris ce projet, on le sait très bien, qui a été un projet de libre-échange, de création du marché unique, donc pas du tout un projet de culture commune ou quoi que ce soit. Nous sommes pour l'échange des cultures de lutte aussi qui existent partout en Europe, l'unification de mouvements sociaux, écologiques, comme on les voit avec les jeunes pour le climat, comme on le voit avec les travailleurs de Ryanair qui s'opposent. Et là-dedans, effectivement, il y a une culture populaire qui se construit. On est pour plus d'attention, effectivement, de soutien à la culture, mais à une culture accessible, donc pas à cette culture, disons, de consommation de masse ou de grands groupes culturels, mais pour que chacun, la Constitution belge le dit, a droit à un épanouissement social et culturel. Et donc investir là-dedans, et donc ça veut dire garantir un statut aux artistes, ça veut dire investir dans des salles, dans des infrastructures, pour développer aussi la diversité culturelle. Là, aujourd'hui, dans son état actuel, on est plutôt contre, parce que notamment, il y a la question de l'article 13, hein, qui permet un filtrage et qu'on trouve très très dangereux. Donc on est évidemment pour une rémunération juste pour les artistes, etc. Mais si un filtrage automatique, on voit énormément de dangers à ce niveau-là. Bien sûr. Je veux dire, c'est quand même, on voit quelqu'un un gars comme le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui gagne 32 000 € par mois. Comment vous voulez qu'il comprenne, lui, ce que vit un travailleur, une personne âgée qui n'arrive pas à la fin du mois? On voit aujourd'hui que les commissaires européens, par exemple celui pour le climat, il était propriétaire de 2 entreprises pétrolières avant de devenir commissaire pour le climat. C'est une blague. Et il y en a d'autres qui viennent, je ne sais pas, du secteur financier, bancaire, Barroso, qui est président de la Commission européenne, qui ensuite va chez Goldman Sachs. C'est l'illustration de ça. Je pense que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quelle politique. Parce que si nous devons permettre aux États d'aller plus loin dans la voie sociale et dans la voie écologique. Ce qui veut dire que si c'est abolir l'unanimité pour nous imposer plus de dumping social ou plus de libéralisation, ben non. Si on peut aller plus loin, hein, en coopérant sur justement la lutte pour le progrès social ou pour une transition écologique ou pour une fiscalité juste, alors oui. Mais il ne s'agit pas de dire, voilà, maintenant on pourra imposer à la Belgique un regret social, une régression sociale. Ça, on va le refuser. Absolument pour. On lirait ça à une initiative législative aussi du Parlement européen. En faisant ça, c'est une façon donc, de stimuler, je pense, une vraie implication des citoyens, mais qui devra être accompagnée, comme on l'a vu sur le CETA, sur le climat, par des luttes articulées dans la rue, parce qu'aujourd'hui, on a une caisse politique européenne tout à fait ouverte aux multinationales, mais quasi imperméable aux aspirations des gens. Et donc, pour rompre avec ça, on pense que le RIC est utile,
accompagné évidemment de luttes qui sont en train de se développer aujourd'hui au niveau européen et qu'on veut absolument soutenir.